Les soldats alliés étaient préparés à la guerre. Mais pas à cela. Lorsqu'ils pénétrèrent dans les camps de concentration nazis en 1944 et 1945, ce qu'ils découvrirent défia toute compréhension. Des tas de cadavres non enterrés, des milliers de prisonniers réduits à l'état de squelettes vivants, des fours crématoires encore fumants. L'odeur de la mort imprégnait l'air. Majdanek, Auschwitz, Buchenwald, Dachau. Chaque camp révélait quelque chose de pire que le précédent. Des chambres à gaz avec les marques d'ongles de ceux qui avaient tenté de fuir. Des montagnes de chaussures, de cheveux et d'effets personnels des victimes. La brutalité industrialisée de l'Holocauste fut exposée au monde entier. Comment les soldats ont-ils réagi en découvrant l'horreur? Pourquoi certains officiers alliés ont-ils forcé les citoyens allemands à voir ce qui s'était passé? Et qu'est-il arrivé aux responsables de ces crimes une fois qu'ils n'ont plus pu se cacher? Majdanek, l'enfer révélé. Lors de l'arrivée des Soviétiques, l'avancée des forces soviétiques durant l'été 1944 marqua un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Tandis que l'opération Bagration anéantissait le groupe d'armées centrallemand, l'armée rouge reprenait de vastes étendues de territoires soviétiques et polonais, occupés par les nazis depuis 1941. Le 23 juillet 1944, les troupes du 8e armée de la garde et de la 1re armée polonaise soviétique avançaient vers Lublin après avoir repoussé les forces allemandes vers l'ouest. Durant les 3 années précédentes, des rapports d'atrocités massives contre les civils avaient émergé des territoires occupés, mais l'ampleur réelle de ces crimes demeurait cachée derrière les lignes ennemies. Ce que ces forces allaient découvrir en périphérie de cette ville polonaise allait bouleverser à jamais notre compréhension de la cruauté humaine systématique. Majdanek se dressait devant eux, abandonné à la hâte. Le camp, officiellement nommé par les nazis Konzentrationslager Lublin, avait été opérationnel depuis octobre 1941 et avait accueilli plus de 150 000 prisonniers au cours de son existence. Contrairement aux découvertes ultérieures, l'avancée rapide des Soviétiques avait empêché les gardes SS de démanteler entièrement le camp ou d'évacuer tous les prisonniers, laissant intactes des preuves que les nazis avaient désespérément tenté de dissimuler au monde. La scène laissa sans voix même les soldats les plus aguerris, des hommes ayant assisté à certains des combats les plus sanglants du front de l'Est. Le capitaine Anatoly Voronov, l'un des premiers officiers soviétiques à entrer dans le camp, écrivit dans son journal « J'ai vu bien des horreurs durant cette guerre, mais rien de comparable à cela. Ce n'est pas le résultat d'un combat, c'est quelque chose de totalement différent, quelque chose que l'esprit refuse de comprendre. » Sa réaction reflétait le choc collectif qui ébranla même les combattants les plus endurcis. Le camp comprenait un vaste complexe de baraquements en bois, entouré de tours de guet et de clôtures électrifiées s'étendant sur environ 270 hectares. Ce qui distinguait Majdanek était l'organisation quasi-industrielle de la mort, restée pratiquement intacte. Dans la zone appelée Kampfee, 7 chambres à gaz se dressaient en silence, arborant encore les taches bleutées distinctives des cristaux de Zyklon B sur leurs murs. Ces installations avaient été conçues avec une efficacité trompeuse. Certaines étaient camouflées en douche, avec de fausses pommes de douche au plafond pour tromper les victimes sur leur sort imminent. Les soldats découvrirent des traces d'ongles sur les murs, preuve tangible du désespoir ultime des victimes qui comprenaient trop tard ce qui se passait. Non loin se trouvaient 6 crématoires, conçus spécifiquement pour traiter des milliers de corps avec une efficacité industrielle implacable. Les fours, fabriqués par l'entreprise allemande Topf und Sohn, pouvaient incinérer environ 1000 corps par jour en fonctionnement continu. Dans les entrepôts méticuleusement organisés, les troupes soviétiques trouvèrent environ 800 000 paires de chaussures soigneusement triées par taille, une preuve tangible de l'ampleur des meurtres. Ces entrepôts contenaient également de grandes quantités de vêtements d'enfants, de lunettes, de prothèses, de valises et d'autres effets personnels ayant appartenu aux victimes. Le personnel SS avait tenté de détruire les preuves dans les jours précédant l'arrivée imminente des Soviétiques. Des documents avaient été brûlés en grand tas, certaines installations avaient été endommagées à l'explosif et les prisonniers encore capables de marcher avaient été évacués lors de marches de la mort vers d'autres camps comme Auschwitz et Gross-Rosen. Le commandant du camp, Arthur Liebehenschel, et la majorité des gardes s'étaient enfuis, emportant avec eux de nombreux registres administratifs.
Cependant, ils avaient laissé quelque chose d'impossible à dissimuler, un champ à ciel ouvert contenant les cendres et fragments d'os d'environ 17 000 victimes juives, exécutées durant l'opération Fête des Moissons, action Erntefest, le 3 novembre 1943. Ce massacre massif avait été perpétré en une seule journée, en réponse des SS au soulèvement dans les ghettos de Varsovie et Białystok, ainsi qu'au camp de Sobibor. Environ 1000 survivants émaciés accueillirent les libérateurs soviétiques, leur état physique si critique que de nombreux soldats eurent du mal à les reconnaître comme des êtres humains. Parmi eux se trouvaient des prisonniers de guerre soviétiques, des résistants polonais et des juifs de divers pays européens. Beaucoup pesaient moins de 40 kilos, souffraient de diverses maladies et portaient les traces de tortures et d'expériences médicales. Un survivant polonais, Jerzy Kwiatkowski, racontera plus tard « Nous étions des squelettes ambulants. Quand nous avons vu les premiers soldats soviétiques, beaucoup n'avaient même plus la force de se réjouir. Certains tombèrent à genoux, d'autres se mirent simplement à pleurer en silence. Après tant de temps à vivre sous le règne de la mort, l'idée de liberté semblait un concept abstrait, presque incompréhensible. La réaction des soldats soviétiques fut un mélange d'horreur, d'incrédulité et de rage incontrôlable. Pour ces hommes endurcis par des années sur le front de l'Est, qui avaient été témoins des batailles brutales de Stalingrad, de Koursk et de tant d'autres, la découverte d'un massacre aussi systématique et industrialisé dépassait toute atrocité qu'ils avaient pu voir auparavant. Le lieutenant Victor Schulman écrivit à sa famille « Ce que nous avons trouvé ici fait paraître la guerre humaine en comparaison. Au moins, au combat, il y a une certaine logique, une certaine symétrie entre les combattants. Ceci est autre chose, quelque chose pour lequel je n'ai pas de mots. » Le commandement militaire soviétique reconnut rapidement l'importance historique de leur découverte. En quelques jours, ils firent venir des journalistes, des photographes et une équipe de tournage pour documenter les preuves. Le cinéaste renommé Roman Karmen fut chargé de filmer le camp comme preuve pour la postérité. Le 16 août 1944, à peine quelques semaines après la libération du camp, Majdanek fut ouvert aux journalistes du monde entier, devenant le premier camp d'extermination nazi à être exhaustivement documenté par la presse internationale. Des journalistes comme Alexander Werth de la BBC et William H. Lawrence du New York Times furent parmi les premiers occidentaux à confirmer directement l'existence des installations d'extermination nazies. La réaction des gouvernements alliés occidentaux fut celle d'un scepticisme prudent. Après des années à rejeter les rapports sur les meurtres de masse comme une propagande de guerre exagérée, de nombreux responsables restaient réticents à reconnaître pleinement ce que les forces soviétiques avaient découvert. Le New York Times publia un récit le 30 août 1944, mais le plaça en page 6, reflétant la réaction mitigée en Occident. Beaucoup considéraient les chiffres des victimes comme exagérés, et certains allaient jusqu'à remettre en question l'authenticité des photographies, suggérant qu'elles pouvaient être des mises en scène soviétiques destinées à discréditer l'Allemagne. Pour l'Union soviétique, cependant, Majdanek offrait une preuve irréfutable des atrocités nazies. Les autorités soviétiques invitèrent une commission internationale spéciale à mener une enquête indépendante composée d'experts médico-légaux et de juristes de plusieurs pays. Le rapport de la commission, publié en septembre 1944, estima qu'environ 1,5 million de personnes avaient été assassinées à Majdanek, un chiffre par la suite révisé par les historiens entre 78 000 et 235 000. Cet écart reflète autant la difficulté à calculer précisément le nombre de victimes que les intérêts politiques de l'époque, mais ne diminue en rien l'ampleur du crime. Ce qui rendait Majdanek particulièrement significatif était sa double fonction de camp de travail et de centre d'extermination. Contrairement à certains camps découverts ultérieurement, construits spécifiquement pour le meurtre de masse comme Treblinka ou Sobibor, Majdanek révélait tout le spectre du système des camps de concentration nazis. Des zones pour loger des prisonniers, utilisées comme main-d'œuvre esclave, coexistaient avec des installations dédiées à l'extermination. Cette dualité démontrait l'intégration complète de l'exploitation économique avec le génocide dans le système nazi. La découverte eut une signification particulière pour le peuple juif. Bien que les prisonniers de Majdanek comprenaient des prisonniers de guerre soviétiques,
des prisonniers politiques polonais et d'autres groupes, environ 40% des personnes tuées étaient juives, exécutées non pour un acte qu'elles auraient commis, mais simplement parce qu'elles étaient juives. Ce modèle de sélection pour des raisons purement raciales, non en raison d'actions individuelles ou même d'opposition politique, serait confirmé à plusieurs reprises à mesure que d'autres camps seraient libérés, révélant la véritable nature de la solution finale. Pour de nombreux survivants, la libération arriva trop tard. Environ 20% de ceux découverts à Majdanek moururent dans les semaines suivant la libération, leur corps trop affaibli par la famine et la maladie pour se rétablir. Les médecins militaires soviétiques mirent en place des hôpitaux de campagne, mais manquaient des ressources et des médicaments nécessaires pour traiter des cas de malnutrition aussi sévères et des maladies comme le typhus qui s'était propagé dans le camp. La découverte de Majdanek brisa certaines illusions sur la civilisation moderne. Elle démontra comment un État bureaucratique pouvait organiser systématiquement le meurtre de masse avec une efficacité industrielle. Elle montra comment des êtres humains pouvaient être systématiquement déshumanisés, réduits d'abord à des numéros puis à des cendres. Le plus troublant de tout, elle révéla comment de telles atrocités pouvaient être commises non par des barbares incultes, mais par des personnes issues de l'une des nations les plus avancées culturellement et scientifiquement d'Europe. Comme l'écrirait plus tard l'historien Raoul Hilberg, Majdanek représentait l'aboutissement d'un processus de destruction combinant la technologie moderne, une bureaucratie impersonnelle et une idéologie déshumanisante. En tant que premier camp d'extermination libéré, Majdanek ne représenta qu'un aperçu de l'horreur totale du système des camps nazis. Les preuves trouvées là, les chambres à gaz, les crématoires et les fosses communes, annonçaient ce qui serait découvert à une échelle encore plus grande à mesure que les armées alliées pénétraient plus profondément sur le territoire nazi dans les mois suivants. Auschwitz, le cœur des ténèbres du Troisième Reich. Le 27 janvier 1945, des soldats de la 61e armée soviétique du premier front d'Ukraine approchaient de la ville polonaise d'Oswięcim par un matin gris et froid. L'offensive Vistula-Oder, lancée à peine 2 semaines auparavant, avait contraint les forces allemandes à une retraite précipitée. 6 mois après la découverte de Majdanek, ces soldats étaient sur le point de découvrir ce qui deviendrait le symbole ultime de l'Holocauste, Auschwitz. Ce qui distinguait Auschwitz, c'était son ampleur et sa complexité. Initialement établi en 1940 comme camp pour prisonniers politiques polonais, il était devenu un vaste complexe comprenant 3 sections principales. Auschwitz I, le centre administratif d'origine, Auschwitz II-Birkenau, l'immense installation d'extermination, et Auschwitz III-Monowitz, un camp de travail forcé pour l'usine chimique IG Farben. Ces centres principaux, accompagnés de plus de 40 sous-camps satellites, couvraient environ 172 hectares, avec plus de 300 bâtiments conçus pour l'emprisonnement, le travail forcé et l'assassinat systématique. Face à l'avancée soviétique, les autorités SS avaient évacué environ 60 000 prisonniers capables de marcher, les forçant à se diriger vers l'ouest lors de ce qui allait être connu sous le nom de « marche de la mort ». Par des températures glaciales, sans nourriture adéquate ni vêtements chauds, des milliers moururent durant ces évacuations forcées. Les gardes avaient l'ordre de tirer sur ceux qui ne pouvaient pas suivre. Environ 7000 prisonniers jugés trop malades pour être déplacés furent laissés derrière, abandonnés sans nourriture, eau ni chauffage dans le froid hivernal mordant. Le lieutenant Ivan Martinushkin, l'un des premiers officiers soviétiques à entrer dans le camp principal, se souviendra. Il était difficile de distinguer les vivants des morts. Ils se déplaçaient comme des ombres couverts de haillons, avec de grands yeux dans des visages cadavériques. Nous ne savions pas qui ils étaient, ni quelle langue ils parlaient. Certains rampaient vers nous, tendant des mains squelettiques, incapables d'articuler un mot. Contrairement à Majdanek, où une grande partie de l'infrastructure d'extermination était restée intacte, les SS avaient méthodiquement tenté de détruire les preuves à Auschwitz-Birkenau. Dès novembre 1944, ils avaient commencé à démanteler les installations d'extermination et à brûler les documents compromettants. Le 20 janvier, à peine une semaine avant l'arrivée soviétique, ils avaient fait exploser les chambres à gaz et les crématoires de Birkenau. Pourtant, les ruines révélaient encore leur fonction. Les enquêteurs retrouvèrent des fragments des mécanismes à gaz et des restes de crématoires conçus pour incinérer chacun
1440 corps par jour, preuve indiscutable de l'échelle industrielle du meurtre. Ce que les Allemands ne réussirent pas à détruire, ce furent les entrepôts, connus des prisonniers sous le nom de Canada, en raison de leur richesse perçue, qui contenaient les biens triés des personnes assassinées. Les soldats soviétiques découvrirent 348 820 costumes d'hommes, 836 555 manteaux et robes de femmes, 38 000 paires de chaussures d'hommes, 5 525 paires de chaussures de femmes et 7 tonnes de cheveux humains rasés sur les victimes. Les cheveux, emballés en ballots prêts à être expédiés, étaient utilisés dans la fabrication de feutres industriels et de tissus pour les uniformes militaires, révélant la dimension économique de l'Holocauste. Les victimes étaient exploitées même après leur mort. Dans les laboratoires du docteur Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort, les libérateurs découvrirent des preuves macabres d'expériences pseudo-scientifiques, fioles de composés chimiques, instruments médicaux et organes humains conservés. Mengele s'était particulièrement intéressé aux jumeaux identiques, réalisant des vivisections comparatives et des expériences d'infection délibérées. La docteure Gisela Perle, contrainte d'assister dans le bloc médical, racontera « Les cris des victimes soumises à des interventions sans anesthésie résonnaient dans les couloirs. Les restes de ces expériences, conservés dans du formol dans des bocaux en verre soigneusement étiquetés, constituaient la preuve parfaite d'une science pervertie au service de l'idéologie nazie. » Les équipes médicales soviétiques furent confrontées à un défi écrasant. Le major Anatoly Shapiro décrivit « De nombreux survivants moururent dans les premiers jours suivant la libération, malgré tous nos efforts. Après une famine prolongée, la nourriture ordinaire pouvait être fatale. Nous avons dû élaborer des régimes alimentaires spéciaux, en commençant par de petites quantités de soupe claire. Pour certains, même cette intervention arriva trop tard. Leur corps avait dépassé le seuil de récupération possible. Pour de nombreux survivants, la libération s'accompagna de réactions psychologiques complexes. L'écrivain Primo Levi a décrit ce moment. Au lieu de sauveteurs dramatiques, les soldats soviétiques apparurent comme des hommes ordinaires confrontés à un mal extraordinaire qu'ils luttaient à comprendre. Ils semblaient honteux, presque timides, face à l'ampleur de l'horreur dont ils étaient témoins. Cette réaction reflète la difficulté humaine à appréhender des atrocités d'une telle ampleur, tant pour les victimes que pour les libérateurs. L'armée soviétique comprenait des unités spécialisées dans la documentation des crimes de guerre qui commencèrent immédiatement à rassembler des preuves. La commission extraordinaire d'État pour l'enquête sur les crimes de guerre nazis, dirigée à Auschwitz par l'écrivain Boris Polvoy, interrogea des survivants, photographia les installations et conserva ce qui restait des archives du camp. Le 8 février 1945, le journal Pravda publia le premier rapport détaillé sur Auschwitz, soulignant sa nature de « fabrique de mort ». L'objectif spécifique contre les Juifs devint indéniable à Auschwitz-Birkenau. Bien que le camp ait hébergé des prisonniers de nombreuses catégories, plus de 90% des personnes assassinées étaient juives, transportées depuis toute l'Europe spécifiquement pour l'extermination. L'aiguillage ferroviaire à l'intérieur de Birkenau, où des médecins SS comme Mengele décidaient d'un simple geste qui vivrait temporairement et qui mourrait immédiatement, symbolisait l'efficacité bureaucratique glaciale du génocide. Pour de nombreux soldats soviétiques, la libération d'Auschwitz transforma profondément leur compréhension de la guerre. Comme l'a réfléchi le sergent Georgi Elizavetsky. Avant Auschwitz, nous nous battions pour notre patrie, pour la victoire. Après avoir vu Auschwitz, nous avons compris que nous nous battions pour l'avenir même de l'humanité. La réaction internationale à la libération d'Auschwitz fut initialement limitée. Survenant 6 mois après Majdanek et au milieu de multiples événements militaires, la découverte reçut une couverture médiatique relativement modeste en Occident. Les tensions politiques émergentes de la guerre froide contribuèrent également à ce que certains accueillent les rapports soviétiques avec scepticisme. L'importance complète d'Auschwitz n'émergerait que progressivement, à mesure que les témoignages, les documents et les preuves physiques seraient analysés. Entre 1940 et 1945, environ 1,1 million de personnes périrent à Auschwitz-Birkenau, les Juifs constituant la grande majorité des victimes. Ce chiffre, étayé par des analyses historiques rigoureuses, représente environ 1/6 du total des Juifs assassinés pendant la Shoah.
Le complexe n'était pas seulement un centre d'extermination, mais aussi une vaste entreprise économique. IG Farben avait investi 700 millions de Reichsmark dans son usine de Buna, caoutchouc synthétique, à Monowitz, utilisant une main-d'œuvre esclave. Krupp, Siemens et d'autres entreprises allemandes exploitaient directement les prisonniers, payant environ 4 Reichsmark par jour aux SS pour chaque travailleur, tandis que les prisonniers recevaient des rations insuffisantes pour survivre à long terme, constituant ce que les historiens appellent l'extermination par le travail. Les preuves physiques trouvées à Auschwitz s'avérèrent cruciales lors des procès ultérieurs pour crimes de guerre. Rudolf Höss, le commandant du camp de 1940 à 1943, fut capturé par les forces britanniques en mars 1946, jugé à Varsovie et exécuté en 1947 dans le même Auschwitz qu'il avait dirigé. Lors de son procès, Höss confirma sans détour: la solution finale de la question juive signifiait l'extermination complète de tous les juifs d'Europe. On m'a ordonné de mettre en place des installations d'extermination à Auschwitz en juin 1941. Lorsque l'armée rouge libéra Auschwitz le 27 janvier 1945, elle découvrit l'épicentre de la Shoah. Bien que d'autres camps soient découverts dans les mois suivants par les forces alliées occidentales, aucun n'égalerait Auschwitz en termes d'ampleur ou de nombre de victimes. 60 ans plus tard, en 2005, les Nations Unies désignèrent cette date comme journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, commémorant non seulement ceux qui y périrent, mais toutes les victimes du génocide nazi. Le site lui-même est devenu un musée et un mémorial, visité chaque année par plus de 2 millions de personnes, témoignage silencieux mais éloquent des conséquences de l'idéologie de la haine poussée à sa conclusion logique et terrible. L'heure de vérité, les Alliés face au camp de la mort nazie. Au printemps 1945, alors que l'armée rouge avançait depuis l'Est, les forces anglo-américaines pénétraient profondément en territoire allemand depuis l'Ouest. La première armée américaine avait traversé le Rhin en mars et, en avril, les Alliés occidentaux progressaient rapidement vers le cœur de l'Allemagne. Contrairement aux forces soviétiques, qui avaient déjà découvert des camps en Pologne et reçu des rapports de renseignement sur le système concentrationnaire, les unités occidentales n'étaient pas préparées à ce qu'elles allaient découvrir. Cette différence fondamentale fut marquée par l'élément de surprise qui caractériserait les expériences des Occidentaux. Le 11 avril 1945, des éléments avancés de la 6e division blindée américaine, faisant partie de la 3e armée du général George Patton, s'approchèrent de la colline d'Ettersberg près de Weimar, centre culturel de l'Allemagne classique. Suivant les indications de prisonniers évadés, une équipe de reconnaissance dirigée par le capitaine Frédéric Keffer découvrit Buchenwald, l'un des plus anciens camps de concentration en territoire allemand, établi en 1937. Le premier choc sensoriel fut l'odeur, un mélange d'excréments, de maladies et de morts qui fit vomir certains hommes. Le sergent Robert L. Barbour écrivit « L'odeur se sentait à des kilomètres. C'était comme si toutes les morgues du monde avaient été ouvertes en même temps, un jour de chaleur. Elle vous frappait physiquement, faisait couler vos larmes et retournait votre estomac. Après cette première impression, les soldats virent des milliers d'hommes décharnés en uniforme rayé, plus squelettiques qu'humains. Une caractéristique distinctive de Buchenwald fut le rôle de la résistance interne. Contrairement à Auschwitz, partiellement évacué, Buchenwald abritait environ 21 000 survivants à l'arrivée des Américains. Les gardes SS avaient fui quelques heures plus tôt, et une organisation clandestine de résistance, principalement des communistes allemands, tchèques et polonais, avait pris le contrôle. Ce groupe, actif dans le secret depuis des années, était parvenu à construire une radio clandestine et à accumuler quelques armes. Lorsque les gardes commencèrent à évacuer le camp le 10 avril, la résistance lança une attaque coordonnée, prenant le contrôle et protégeant les prisonniers restants d'un massacre planifié. La découverte la plus troublante de Buchenwald fut un entrepôt contenant des artefacts faits de restes humains. Les soldats trouvèrent de la peau humaine tatouée transformée en abat-jour, des reliures de livres et d'autres objets décoratifs, ainsi que des têtes humaines réduites, faisant partie de la collection personnelle du commandant Karl Otto Koch et de son épouse Ilse. Cette perversion, la transformation des victimes en objets d'exposition, représentait une dimension particulièrement inquiétante de la déshumanisation nazie.
Le général Patton visite Buchenwald le 15 avril. Selon des témoins, il vomit après avoir vu les crématoires et ordonna immédiatement aux citoyens de Weimar de visiter le camp. « Je veux qu'ils voient ce que leur Führer a fait », dit-il aux autorités locales. Dans les jours suivants, plus de 1000 habitants furent contraints de traverser Buchenwald, confrontés directement aux atrocités commises à quelques kilomètres de chez eux. Beaucoup prétendirent n'en avoir rien su, malgré la fumée des crématoires visible depuis la ville. Cette politique de confrontation allait devenir un élément standard de la dénazification dans les zones occupées par les Occidentaux. Le 29 avril, des unités des 42e et 45e divisions d'infanterie américaines arrivèrent à Dachau, une banlieue de Munich. Ce camp avait une signification particulière en tant que premier établi par le régime nazi en 1933, servant de modèle à tout le système concentrationnaire ultérieur. Pendant ces 12 années d'activité, plus de 200 000 prisonniers de toute l'Europe étaient passés par ces installations. À leur arrivée, les soldats découvrirent des wagons ouverts remplis d'environ 2000 cadavres morts pendant le transport depuis d'autres camps évacués. Près de la gare, des piles de corps étaient entassées comme du bois près du crématoire, les installations d'incinération n'ayant pu suivre le rythme des décès. L'impact émotionnel provoqua un épisode sombre, ce que l'on connaîtrait plus tard sous le nom de « massacre de Dachau ». Lors d'un incident de justice sommaire, des soldats américains exécutèrent des gardes SS capturés, bien que le nombre exact d'exécutés fasse encore débat. Cet événement reflète la rupture de discipline que de telles découvertes pouvaient provoquer, même parmi des troupes entraînées. Dachau abritait environ 32 000 survivants, entassés dans des baraquements conçus pour 5 000, lorsque les forces américaines arrivèrent. Le typhus, la dysenterie et la tuberculose s'étaient propagés sans contrôle. Les médecins américains furent submergés par l'ampleur de la crise sanitaire. Le colonel Walter Fellens décrivit « Il fallait prendre des décisions impossibles. Avec des ressources limitées, qui traitait en priorité? Ceux qui avaient des chances de survivre ou ceux qui souffraient le plus? Nous avons mis en place un système de tri que personne d'entre nous n'avait imaginé devoir utiliser pour des civils. » L'expérience britannique à Bergen-Belsen, libérée le 15 avril 1945, représenta peut-être le défi humanitaire le plus sévère. Situé dans le nord de l'Allemagne, Bergen-Belsen était devenu un point de rassemblement pour les prisonniers évacués au fur et à mesure de l'avancée de l'armée rouge. Initialement un camp de prisonniers de guerre, il avait été transformé en camp de concentration en 1943, sans installation adaptée à une grande population. Conçu pour 10 000 personnes, il en contenait plus de 60 000 à l'arrivée des forces britanniques de la 11e division blindée, avec environ 35 000 décès enregistrés rien que dans les 4 premiers mois de 1945. Les conditions à Bergen-Belsen ont été décrites comme étant les plus proches d'une vision de l'enfer sur Terre. Il était impossible de marcher sans fouler des cadavres. Les latrines étaient complètement effondrées et le camp baignait dans plusieurs centimètres d'excréments. L'eau potable était pratiquement inexistante et la fièvre typhoïde s'ajoutait au typhus et à la dysenterie comme maladie mortelle se propageant sans contrôle. Parmi les prisonniers libérés à Bergen-Belsen se trouvait Anne Frank, déjà décédée du typhus environ 1 mois auparavant. La jeune fille de 15 ans, dont le journal deviendrait l'un des témoignages les plus célèbres de l'Holocauste, était morte en mars, quelques semaines seulement avant l'arrivée britannique, l'une des presque sauvées, ayant survécu à des années de persécution pour mourir aux derniers instants. La réponse médicale britannique constitua la plus grande opération de secours improvisée de la guerre. Le brigadier Hugh Llewellyn Glyn Hughes coordonna des efforts impliquant plus de 100 officiers médicaux, 80 ambulances et 2000 soignants et volontaires. Avec des ressources limitées et une crise sanitaire sans précédent, ils mirent en œuvre des mesures drastiques, y compris l'utilisation généralisée du DDT récemment disponible pour lutter contre les poux porteurs du typhus. Malgré ces efforts, environ 14 000 anciens prisonniers moururent dans les semaines suivant la libération. Ce qui frappa particulièrement de nombreux soldats occidentaux fut la proximité des camps avec les centres de population allemands ordinaires. Dachau se trouvait à seulement 16 km de Munich, Buchenwald était visible depuis certaines parties de Weimar et Bergen-Belsen était proche de plusieurs localités.
Ce contraste entre une vie normale et des atrocités indescriptibles soulevait des questions troublantes sur la complicité collective. Le contraste entre les villes proches, relativement intactes malgré les bombardements, et les camps souvent situés à quelques kilomètres seulement, intensifia la colère des Alliés. Pour de nombreux soldats occidentaux, notamment les Américains qui n'avaient pas vu la guerre sur le front de l'Est, ces découvertes transformèrent fondamentalement leur compréhension du conflit. Comme l'écrivit le sergent Robert Fenstermacher, nous comprenions maintenant pourquoi nous nous battions. Ce n'était pas seulement pour des territoires ou des gouvernements, mais contre quelque chose de fondamentalement maléfique. La documentation recueillie par les forces occidentales, combinée aux découvertes soviétiques antérieures, s'avéra cruciale pour les procès ultérieurs pour crimes de guerre. Le juge suprême Robert H. Jackson, procureur en chef à Nuremberg, déclara « Sans les photographies, les films et les témoignages directs des libérateurs, nombre des atrocités nazies auraient semblé tout simplement incroyables. » À Nuremberg et lors des procédures ultérieures, ces éléments constituèrent des preuves irréfutables des crimes nazis. Fin avril 1945, la nature systématique des atrocités nazies était devenue indéniable. Ce que les forces alliées occidentales découvrirent durant ces dernières semaines de guerre compléta le tableau initié par les découvertes soviétiques quelques mois plus tôt. Le système de camps de concentration nazis apparut non comme un ensemble de prisons sévères, mais comme un vaste réseau conçu pour l'esclavage, l'exploitation et l'extermination. Le monde ne pouvait plus dire qu'il ne savait pas. Châtiment implacable, le destin final des gardiens de la terreur, la découverte des camps de concentration a provoqué une crise morale sans précédent pour les forces alliées. Les soldats, formés pour opérer selon les lois de la guerre et les codes de conduite militaire, se sont retrouvés confrontés à des atrocités qui semblaient exister en dehors de tout cadre éthique reconnaissable. Cette confrontation avec ce qui allait être appelé le mal radical a entraîné des réactions allant de la discipline militaire formelle à la justice sommaire alimentée par l'indignation morale. L'incident le plus documenté de violence rétributive s'est produit à Dachau le 29 avril 1945. Lorsque des éléments de la 45e division d'infanterie américaine sont entrés dans le camp, l'impact des wagons remplis de cadavres et la vue de milliers de survivants squelettiques ont déclenché une réaction que même la discipline militaire n'a pu contenir. Le lieutenant William Walsh de la compagnie Prüm du 157e régiment d'infanterie, en voyant un groupe d'environ 50 gardes des SS qui s'étaient rendus, ordonna à un mitrailleur d'ouvrir le feu sur eux. Environ 17 gardes moururent lors de cette rafale initiale. Au cours de cet après-midi, d'autres incidents se produisirent lorsque des soldats américains, accablés par ce qu'ils voyaient, tirèrent sur le personnel des SS qu'ils trouvèrent à l'intérieur du camp. Le colonel Felix Sparks, commandant du 157e régiment, intervint personnellement pour arrêter les tirs contre des prisonniers désarmés, mais pas avant que plusieurs incidents isolés ne se produisent. Les estimations du nombre total de gardes exécutés à Dachau varient considérablement. Le colonel Howard Buchner, médecin militaire présent, suggéra un chiffre proche de 520, tandis que des recherches historiques plus récentes indiquent un nombre compris entre 35 et 50. La réaction du haut commandement militaire face à ces exécutions révèle la complexité morale du moment. Lorsque le général George Patton, commandant de la 3e armée, fut informé de ce qui s'était passé à Dachau, il aurait écarté toute idée de mesures disciplinaires avec des paroles fermes. Le général Dwight D. Eisenhower, commandant suprême allié, bien qu'il ait formellement ordonné une enquête, sembla peu disposé à punir les soldats impliqués. Finalement, une enquête officielle dirigée par le lieutenant-colonel Joseph Whittaker fut menée, mais ses conclusions furent classées et aucune charge formelle ne fut retenue contre les soldats américains impliqués. Cette réponse institutionnelle reflétait une reconnaissance implicite que les paramètres conventionnels de la justice militaire étaient inadaptés face à l'ampleur des crimes découverts. Comme l'observa plus tard le général Maxwell Taylor, les règles de guerre ont été rédigées pour des situations où les deux parties reconnaissent au moins un certain degré d'humanité commune. Ce que nous avons trouvé dans les camps existait en dehors de tout cadre envisagé par ces codes. À Bergen-Belsen, les forces britanniques ont généralement maintenu une discipline militaire plus stricte, mais ont mis en place des mesures qui seraient aujourd'hui considérées comme extraordinaires.
Après la libération le 15 avril 1945, les troupes britanniques obligèrent immédiatement les civils allemands locaux à participer à l'enterrement des milliers de cadavres éparpillés dans le camp, travail qui se poursuivit pendant des semaines. Joseph Kramer, le commandant du camp surnommé la Bête de Belsen, fut arrêté avec 44 autres membres du personnel des SS, dont 15 gardes femmes, dont Irma Grez, connue pour sa brutalité. Bien qu'aucune exécution sommaire ne se soit produite comme à Dachau, les soldats britanniques hébergèrent délibérément ce personnel des SS dans des conditions similaires à celles qu'ils avaient imposées aux prisonniers. Plusieurs gardes moururent de la typhoïde pendant leur détention par les Britanniques, contractant la même maladie qui avait décimé les prisonniers. Pour les officiers britanniques, cela représentait une forme de justice poétique, bien qu'ils soutiennent officiellement qu'ils fournissaient le minimum requis par la Convention de Genève. La dynamique de la rétribution prit une tournure différente à Buchenwald en raison du soulèvement des prisonniers qui précéda l'arrivée des Américains. Lorsque les forces américaines entrèrent dans le camp le 11 avril 1945, elles découvrirent qu'une organisation clandestine de résistance de prisonniers avait déjà pris le contrôle. Ce groupe, composé principalement de prisonniers politiques communistes qui avaient construit un réseau de résistance pendant des années, avait capturé environ 80 gardes des SS et Kapos, prisonniers fonctionnaires, qui n'avaient pas réussi à fuir. Les leaders de la résistance demandèrent formellement aux officiers américains de protéger ces prisonniers, reconnaissant l'importance d'un procès judiciaire approprié. Cependant, avant que les forces américaines ne puissent établir un contrôle total, des prisonniers armés exécutèrent environ 20 gardes des SS et Kapos qui avaient été particulièrement brutaux. Le commandant américain sur place, reconnaissant à la fois les circonstances extraordinaires et l'impossibilité pratique de déterminer les responsabilités individuelles, choisit de ne pas enquêter ni poursuivre ces meurtres. Le modèle de rétribution dirigé par les prisonniers atteignit son expression la plus large à Mauthausen, libéré par les forces américaines le 5 mai 1945. Situé en Autriche, Mauthausen avait été l'un des camps de catégorie 3, une désignation réservée aux prisonniers considérés comme irrécupérables et soumis aux régimes les plus brutaux. Lors de la libération, des centaines de prisonniers ont attaqué les baraquements des SS, tuant environ 40 gardes avant que les troupes américaines ne puissent établir le contrôle. Dans un acte de justice symbolique qui résonnait avec une terrible symétrie, certains gardes des SS furent jetés du ravin de la carrière du camp, une chute de 90 mètres. C'était exactement la même chute par laquelle les gardes avaient régulièrement jeté des prisonniers épuisés ou comme méthode d'exécution dans ce que les SS appelaient moqueusement des parachutistes. Pour les prisonniers qui y participèrent, cet acte représentait non seulement une vengeance, mais aussi une restauration de l'ordre moral, obligeant les coupables à vivre la même fin qu'ils avaient infligée à d'innombrables victimes. Au-delà de la violence physique directe, la rétribution psychologique devint un composant systématique de l'occupation alliée initiale. Dans de nombreux camps et villes environnantes, les forces alliées exigèrent que les civils allemands locaux parcourent les installations, voient les corps et, dans certains cas, participent aux enterrements. Le commandant américain à Nordhausen ordonna à 2000 habitants locaux de défiler à travers le camp. À Buchenwald, les citoyens de Weimar furent obligés non seulement de voir, mais aussi de manipuler les corps lors de la préparation pour l'enterrement. Ces mesures ne constituaient pas une punition au sens conventionnel, mais une forme d'éducation forcée, conçue pour détruire le bouclier de l'ignorance délibérée. Comme l'expliqua un officier allié à un groupe de citoyens allemands à Dachau, « Nous ne faisons pas cela par cruauté. Nous le faisons parce que vous devez voir de vos propres yeux ce que vous avez permis en détournant le regard. » Pour de nombreux survivants juifs, la libération créa des émotions complexes vis-à-vis de la rétribution. Certains participèrent activement à l'identification et à l'arrestation des anciens gardes, poussés par un sens de la justice pour des proches assassinés. D'autres, cependant, étaient trop épuisés physiquement et émotionnellement pour s'impliquer dans des questions de justice ou de vengeance. Un survivant d'Auschwitz exprima un sentiment commun. L'énergie nécessaire pour haïr, pour chercher la vengeance, n'était tout simplement pas là. Survivre avait tout consommé. Cette réponse complexe reflétait une réalité profonde.
Pour de nombreuses victimes, les concepts conventionnels de justice se révélaient inadéquats face à des crimes d'une telle ampleur. Quel châtiment pourrait être proportionnel au meurtre systématique de millions de personnes? Comme l'observa le philosophe Jean Améry, survivant d'Auschwitz, aucune procédure judiciaire, aussi minutieuse soit-elle, ne pourrait saisir la véritable dimension du mal que nous avions été témoins. À mesure que les autorités militaires établirent un plus grand contrôle dans les semaines suivant la libération, les procédures formelles d'arrestation et de détention remplacèrent progressivement la rétribution immédiate. En juin 1945, environ 30 000 anciens membres du personnel des camps de concentration avaient été identifiés et arrêtés pour de futurs procès pour crimes de guerre. Commençait la transition de la justice improvisée du moment de la libération vers le processus légal formel qui culminerait avec les procès de Nuremberg. Les épisodes de rétribution après la libération des camps restent éthiquement ambigus, ni complètement justifiés, ni facilement condamnés selon les normes morales conventionnelles. Ils reflétaient les circonstances extraordinaires de la découverte d'un mal systématique pour lequel les structures juridiques et éthiques existantes n'avaient pas de précédents adéquats. L'historienne Deborah Lipstadt a souligné que ces actes de rétribution ne reflètent pas tant un échec de la discipline militaire, mais les limites du cadre moral conventionnel lorsqu'il est confronté à l'inconcevable. En ce sens, les épisodes de justice sommaire après la libération des camps ne faisaient pas seulement partie de l'histoire de la découverte, mais soulevaient également des questions fondamentales sur la justice, la rétribution et la responsabilité morale qui continuent de résonner dans le discours éthique contemporain. Les séquelles de l'horreur, quand la mort ne mit pas fin à la libération des camps de concentration marqua la fin du régime de terreur nazi, mais elle ne signa pas la fin immédiate de la souffrance pour les survivants. Paradoxalement, le moment tant attendu de la liberté inaugura un nouveau chapitre de difficultés qui coûterait encore des milliers de vies et révélerait des défis médicaux, logistiques et psychologiques sans précédent dans l'histoire moderne. Les médecins militaires alliés, bien qu'expérimentés dans le traitement des blessures de guerre, se retrouvèrent complètement dépassés par l'ampleur et la complexité de l'urgence sanitaire. Le docteur Sidney Weinstein, lieutenant-colonel du corps médical de l'armée américaine envoyé à Dachau, consigna dans son rapport officiel « Notre formation médicale nous avait préparés à traiter des traumatismes, des infections et des maladies conventionnelles. Rien ne nous avait préparés à traiter des êtres humains systématiquement amenés au bord de la mort par la faim. » Cette observation capture l'écart fondamental entre la médecine militaire conventionnelle et les défis extraordinaires posés par les camps libérés. Le problème médical le plus immédiat et surprenant fut le paradoxe de la nutrition. Les équipes médicales découvrirent rapidement que nourrir des survivants gravement sous-alimentés avec des rations normales pouvait s'avérer fatal. Ce phénomène, par la suite désigné sous le nom de syndrome de réalimentation, se produit lorsque des systèmes digestifs affaiblis par une inanition prolongée ne peuvent pas traiter subitement des nutriments normaux, entraînant des déséquilibres électrolytiques fatals et une défaillance multiviscérale. Les protocoles alimentaires durent être entièrement redessinés. Les médecins mirent en place des régimes qui commençaient par de petites quantités de liquides simples et de protéines diluées, augmentant progressivement la complexité nutritionnelle pendant plusieurs semaines. À Bergen-Belsen, le brigadier Hugh Llewellyn Glyn Hughes développa une formule appelée Bengala, à base de lait écrémé enrichi en protéines et en micronutriments essentiels, administrée en doses strictement contrôlées. Malgré ces interventions, des milliers de personnes moururent durant les premières semaines de liberté, leur corps trop endommagé pour se rétablir, même avec des soins médicaux appropriés. Les maladies infectieuses représentaient une autre menace mortelle. Le typhus, transmis par les poux et caractérisé par une forte fièvre, des éruptions cutanées et des délires, était devenu endémique dans de nombreux camps en raison du surpeuplement et du manque d'hygiène. La maladie continua de se propager même après la libération, menaçant aussi bien les survivants que les libérateurs. Le contrôle du typhus nécessita des mesures drastiques. En avril 1945, les unités médicales alliées mirent en place l'utilisation massive de DDT, un insecticide récemment développé, pour désinfecter les survivants et les installations. À Bergen-Belsen, des équipes britanniques aspergèrent plus de 40 000 personnes lors d'une opération que le médecin militaire Derek Sington
décrivit comme industrialisée dans son efficacité, une ironie amère compte tenu du contexte. Le programme de désinfestation finit par contrôler l'épidémie, mais pas avant que des milliers d'autres ne succombent à la maladie. L'échelle de la mort nécessita la continuation des enterrements massifs, même après la fuite des SS. À Bergen-Belsen, les forces britanniques supervisèrent l'enterrement d'environ 10 000 corps déjà présents au moment de la libération, ainsi que les près de 14 000 personnes mortes dans les semaines suivantes. La nécessité logistique mena à l'utilisation de bulldozers pour créer des fosses communes, une mesure que les officiers britanniques qualifièrent de profondément perturbante mais absolument nécessaire, compte tenu des risques immédiats pour la santé publique. Au-delà de la maladie physique, la libération révéla des dimensions du traumatisme psychologique que la science médicale de l'époque commençait à peine à comprendre. De nombreux survivants éprouvèrent ce que les psychiatres militaires désignèrent initialement sous le nom de syndrome de libération, caractérisé par des réponses psychologiques apparemment paradoxales. Une apathie profonde, une incapacité à éprouver de la joie, des épisodes dissociatifs et, dans certains cas, un comportement suicidaire. Ce phénomène reflétait la réalité psychologique complexe des survivants. Pendant leur emprisonnement, le besoin immédiat de survivre avait fourni une focalisation unique qui, en un sens, protégeait contre la pleine prise de conscience des pertes subies. Une fois la menace immédiate éliminée, émergeait la compréhension dévastatrice de la destruction des familles et des communautés entières. Comme l'observa le psychiatre militaire David Wainwright, la sécurité physique révélait l'ampleur de la perte psychologique, créant une seconde crise pour de nombreux survivants. Ce traumatisme s'est manifesté de manière concrète. À Buchenwald, le personnel médical a documenté au moins 38 suicides parmi les survivants dans les 2 mois suivant la libération. À Dachau, les psychiatres militaires ont observé ce qu'ils ont décrit comme des réactions catatoniques chez environ 15% des survivants, une forme de dissociation profonde où les personnes semblaient physiquement présentes mais psychologiquement absentes. La discipline naissante de la psychiatrie du traumatisme a dû s'adapter rapidement pour faire face à ces manifestations sans précédent de souffrance psychologique. Pour de nombreux survivants juifs, notamment ceux de l'Europe de l'Est, la libération a confirmé leurs pires craintes concernant le sort de leur communauté. Le moment décisif pour beaucoup est survenu non pas pendant l'emprisonnement mais après la libération, lorsqu'ils sont retournés dans leurs villes et villages natals à la recherche de leur famille, pour découvrir que littéralement personne n'avait survécu. Des communautés juives, qui existaient depuis des siècles, avaient été complètement éradiquées. Ceux qui ont tenté de réclamer des biens confisqués ont fréquemment été confrontés à l'hostilité ou à la violence. En Pologne, où les communautés juives étaient particulièrement nombreuses avant la guerre, l'antisémitisme persistant a créé un environnement dangereux pour les retournés. Le pogrom de Kielce du 4 juillet 1946, au cours duquel 42 survivants juifs de l'Holocauste ont été tués par une foule polonaise, a tragiquement démontré que la libération ne garantissait pas la sécurité. Cette réalité a conduit à la création du système des camps de personnes déplacées, DP, un réseau d'installations gérés initialement par les armées alliées et ensuite par la toute nouvelle administration des Nations Unies pour le secours et la reconstruction, UNRWA. Initialement conçus comme des installations temporaires pour faciliter le rapatriement, ces camps ont rapidement évolué en communautés semi-permanentes lorsqu'il est devenu évident que de nombreux survivants n'avaient pas de foyer vers lequel retourner. À la fin de 1945, environ 250 000 survivants juifs vivaient dans des camps d'épée à travers l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Ces camps, souvent installés dans d'anciennes installations militaires allemandes, des bases aériennes ou même dans les anciens camps de concentration réaménagés, représentaient un limbe existentiel. Pas encore des camps de prisonniers, mais pas non plus de véritables foyers. Les conditions dans les premiers camps d'épée étaient fréquemment problématiques. Earl Harrison, envoyé du président Truman pour inspecter la situation, a rapporté en août 1945. « Nous avons remplacé la concentration par la surpopulation. Nous logeons les survivants juifs dans des conditions qui, bien que infiniment meilleures que les camps nazis, restent indignes de nos standards. » Ce rapport a catalysé des améliorations significatives, mais les camps d'épée existeraient jusqu'au début des années 50,
lorsque les derniers survivants ont enfin trouvé de nouveaux foyers, principalement en Israël et aux États-Unis. Simultanément, les Alliés étaient confrontés au défi de documenter systématiquement les crimes découverts. Cette tâche est devenue urgente, non seulement en raison de son importance historique, mais aussi à cause de la nécessité immédiate de préparer des preuves pour les procès contre les responsables. Chaque camp libéré est devenu une scène de crime massive, nécessitant une documentation méticuleuse. Les forces alliées ont déployé des équipes spécialisées d'enquêteurs, de photographes et de personnel médical pour documenter les conditions rencontrées. En mai 1945, l'armée américaine a affecté 60 équipes de documentation pour travailler exclusivement dans les camps libérés. Ces équipes ont collecté plus de 80 000 photographies, 3 000 heures de films et des dizaines de milliers de pages de témoignages sous serment, créant ce qu'un chercheur a appelé le dossier le plus complet d'atrocités systématiques dans l'histoire humaine. Des cinéastes comme George Stevens, Hollywood, et Alfred Hitchcock ont été recrutés pour aider à la documentation visuelle, cherchant à capturer la réalité des camps d'une manière que les spectateurs futurs ne pourraient pas écarter comme exagération ou propagande. Le cinéaste soviétique Roman Karmen, qui avait documenté Majdanek en 1944, a exprimé le défi fondamental. Comment filmer l'infilmable? Comment faire en sorte que la caméra serve de témoin quand la réalité dépasse la capacité de compréhension? Cette documentation a rencontré des défis inattendus. Les enquêteurs ont découvert que de nombreux survivants, traumatisés par leurs expériences, étaient incapables de fournir des témoignages cohérents immédiatement après la libération. Le psychologue militaire Alexander Mitscherlich, qui a interrogé des survivants pour les procès de Nuremberg, a observé « La mémoire traumatique n'est pas linéaire. Les survivants pouvaient souvent se souvenir de détails minimes, mais ne pouvaient pas structurer des récits complets. Nous avons dû développer de nouveaux protocoles d'entretien pour obtenir des témoignages utiles sans retraumatiser les témoins. Cependant, même pendant que cette documentation avançait, les survivants continuèrent de mourir. Les estimations indiquent qu'environ 20% de ceux trouvés vivants lors de la libération sont décédés dans les 6 mois suivants. Leurs corps et leurs esprits trop endommagés pour se rétablir pleinement. Comme l'a écrit le médecin britannique Michael Hargrave, après avoir servi à Bergen-Belsen, la libération est arrivée trop tard pour beaucoup. Ils avaient survécu assez longtemps pour entrevoir la liberté, mais pas pour la vivre pleinement. Les suites de la libération représentent ainsi une période historique complexe, un interstice entre l'Holocauste lui-même et la reconstruction postérieure de l'Europe. Ce fut un temps liminal caractérisé par la juxtaposition de l'espoir et du désespoir, de nouveaux commencements et de fins tragiques, une période où le monde commençait à comprendre non seulement l'ampleur de ce qui s'était passé, mais aussi les défis monumentaux de restaurer quelque chose qui ressemble à une vie normale pour ceux qui avaient survécu à l'inimaginable.